sans plus tarder, on a deux invités qui nous attendent à l'étranger, qu'on va voir apparaître bientôt à l'écran. Alors, elles sont là. Bon, il y a Anne Giraud que je vais vous présenter un peu plus tard, mais pour commencer, on va entendre une expérience, en fait, une description de ce qu'est le modèle britannique. Et cette présentation est faite par Madame Corinne Lequéré, qui est une Québécoise en exil en Europe. Elle est professeure de sciences du changement climatique et de la politique de l'Université East Anglia. Elle est directrice du Tyndall Center for Climate Change Research et elle est membre du UK Committee for Climate Change. Alors, pour les 20 prochaines minutes, Madame Lequéré, la parole est à vous. Et vous, dans la salle, je vous invite à noter vos questions. Il y aura une période d'échange avec les deux conférencières à la fin des deux interventions. Madame Lequéré, après une vingtaine de minutes, je vais peut-être vous signaler si jamais on voit que vous n'êtes pas en train de conclure. La parole est à vous. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous virtuellement aujourd'hui. Il y a peut-être des gens que je connais dans la salle ou des anciens profs, mais en fait, comme je vous vois de derrière, je ne peux pas vous reconnaître. Effectivement, je viens de l'Outaouais, j'ai fait mes études à Montréal et puis j'habite en Grande-Bretagne depuis 2005, où j'ai le privilège d'être membre du Comité sur les changements climatiques britanniques depuis 2 ans. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui pour présenter le modèle britannique. Donc, au niveau britannique, la position de base des efforts britanniques est inscrite dans la loi sur les changements climatiques de 2008, le Climate Change Act. En Grande-Bretagne, les 3 partis politiques majeurs s'entendent sur l'importance d'adresser les changements climatiques. Et c'est ce qu'ils appellent le Cross-Party Agreement. C'est vraiment l'élément crucial qui fait en sorte qui fait fonctionner la réduction des émissions à long terme et qui a fait en sorte que la loi sur les changements climatiques a été supportée par plusieurs partis et s'est fait adopter en fait en 2008. Au deuxième essai. Donc, il y avait déjà eu une proposition de loi en 2005 qui n'a pas été adoptée et c'est le deuxième essai qui a réussi. La loi a 4 volets. Le premier, c'est l'objectif à long terme de réduire les émissions de au moins 80% en 2050 comparé à 1990. Le deuxième, c'est de légiférer des budgets de 5 ans pour progresser vers l'objectif de 2050. Dans les rapports des discussions de ce matin, j'ai entendu qu'un des obstacles au progrès au Québec, c'est les limites des partis politiques, donc qui sont de 4 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose que le Climate Change Act adresse avec son volet à long terme et la répétition des budgets de 5 ans. Le troisième volet, c'est de proposer des politiques adéquates pour réduire les émissions de façon conséquente, donc conséquente à l'objectif fixé à long terme, et de s'adapter aussi au changement climatique. Et finalement, le quatrième volet de la loi a été de nominer un comité, le Comité sur les changements climatiques, duquel je fais partie, et en parallèle, un sous-comité sur l'adaptation au changement climatique pour guider les décisions du gouvernement et faire un suivi. Donc, voici les membres du comité. Notre chair, Lord Deben, est un politicien du Parti conservateur. Et dans les membres du comité, on a une politicienne indépendante, la baronesse Brown, qui est aussi ingénieure et qui a travaillé dans l'industrie, entre autres à Rolls-Royce. On a 4 membres qui viennent du milieu universitaire, dont un spécialiste en énergie, 2 scientifiques, dont moi, et un psychologue. Et on a une spécialiste de la bioénergie qui travaille aussi en industrie et un spécialiste des politiques fiscales qui travaille dans un institut de recherche indépendant.
Donc, le comité lui-même est assez diversifié, comme vous pouvez le voir. Le travail de fond se fait par le secrétariat, qui est substantiel, 25 personnes, qui préparent les analyses et qui guident les recherches et les rapports du comité. En fait, non, le contraire, pardon. Le secrétariat prépare les analyses et prépare les rapports et le secrétariat est guidé par le comité. Donc, nous, on donne notre avis, on se rencontre une fois par mois et le comité publie les rapports. Donc, il y a un budget assez substantiel pour le comité de 3,5 millions de pounds par année, donc 6 millions de dollars canadiens environ. C'est conséquent et la facture est payée par le gouvernement. Un aspect du comité sur les changements climatiques que moi j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est que la loi dit, donc le Climate Change Act, dit que le gouvernement doit demander l'avis du comité sur les changements climatiques quand il légifère et par rapport à son progrès. Mais la loi dit que le comité ne doit pas forcément suivre l'avis du comité. Donc, ils nous demandent notre avis et puis après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais en pratique, jusqu'à présent, pour les 5 budgets de carbone qui ont été légiférés, le gouvernement a toujours suivi l'avis du comité. Donc, la pression qui est exercée sur le gouvernement par les organismes à but non lucratif, les académiciens, le public, la presse et tout, est suffisante pour essentiellement pas vraiment forcer le gouvernement, mais faire en sorte que si le gouvernement voulait faire autre chose, il faudrait qu'il travaille fort pour convaincre la population que l'avis du comité ne doit pas être suivi. Donc, le rôle du comité lui-même consiste à recommander des objectifs pour à la fois l'objectif de 2050, donc l'objectif à long terme, son niveau, si et quand il doit être revisé. Le comité aussi suit les progrès, développe des indicateurs, fait des rapports annuels détaillés par secteur pour commenter sur le progrès, sur l'adéquation des politiques gouvernementales par rapport aux objectifs. On donne aussi notre avis sur les issues reliées à l'adaptation. Le comité doit être un comité indépendant et faire des rapports techniques basés sur des évidences solides. À l'intérieur de notre budget, on a aussi un budget qui est alloué pour faire des recherches pour information, pour supporter nos avis. Donc, on utilise une partie assez importante de notre budget pour commissionner des rapports précis sur, par exemple, si on a besoin d'informations sur le coût de telle technologie ou est-ce qu'une technologie est prête ou pas. Tous nos rapports sont publics et finalement, on a aussi un rôle très important d'engagement qui est substantiel, comme vous allez le voir dans l'exemple que je vais vous montrer. Et ce rôle d'engagement est aussi très utile et il aide à incorporer une dynamique à l'intérieur de l'industrie et des acteurs au niveau britannique pour que il y a comme un mouvement d'entraînement dans la société qui se fait avec l'engagement du comité, mais aussi du gouvernement et de beaucoup d'autres acteurs. La loi précise que les objectifs doivent prendre en compte les évidences apportées par la science. Donc, si vous regardez à gauche de ma slide, là, quand on met un objectif, soit l'objectif de 2050 ou les budgets de carbone, on doit prendre en compte l'évolution des sciences climatiques pour décider de la hauteur de la contribution britannique. Et on doit aussi tenir compte de la dynamique internationale. Par exemple, l'accord de Paris a été un gros changement récent et il y a beaucoup de discussions. Est-ce que le gouvernement devrait répondre à l'accord de Paris en changeant son objectif à 2050? On donne la loi. Donc, pour arriver à nos recommandations, donc les budgets de carbone, on doit
on construit des scénarios par secteur qui tiennent en compte le coût anticipé des différentes technologies, leur level of readiness, donc est-ce qu'elles sont prêtes, est-ce qu'elles vont être prêtes dans 10 ans ou dans 20 ans, qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer les technologies du futur, le coût anticipé du carbone dans le futur, le prix du carbone dans le futur, et aussi les politiques nécessaires pour délivrer les réductions par secteur dans les détails. La loi dit aussi qu'on doit considérer les impacts économiques et fiscaux, les impacts sur la sécurité énergétique et la pauvreté, la compétitivité de nos industries par rapport au contexte international et les facteurs plus généraux tels que la qualité de l'air et la santé. Le gouvernement britannique a légiféré 5 budgets de carbone jusqu'à présent, là, qui sont à période de 5 ans. On vient de commencer le 3e budget. Vous voyez sur la figure ainsi les 5 budgets, c'est les zones grises là, et j'ai mis aussi sur la figure la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre en Grande-Bretagne jusqu'à présent. Donc, vous voyez qu'on peut dire que jusqu'à présent, tout va bien. La décroissance a évidemment été aidée par la crise économique de 2008-2009, mais on voit bien que la tendance persiste bien au-delà de la crise et en fait, depuis plusieurs années, l'économie anglaise est positive, donc on a une croissance positive de l'économie, bien qu'on a une décroissance très marquée des émissions, voire 5 à 6 les 2 dernières années. Je vais donner un exemple ici là, du 5e budget de carbone et comment on est arrivé à notre avis. Donc, lors de l'élaboration du 5e budget, si on commence un peu à droite, là, le comité a reçu 50 recommandations, donc a fait un appel à évidence et on a eu 51 soumissions, par exemple, des académiciens des universités ou des organismes à but non lucratif qui ont soumis leur opinion et l'information qu'ils avaient pour informer le 5e budget de carbone. On a conduit dans l'année précédente à notre recommandation 10 workshops avec des experts de toutes sortes d'aires, pas forcément de la recherche, en fait, en gros aussi des acteurs du secteur public et du gouvernement. On a soumissionné 5 projets et on a fait nos propres analyses à l'intérieur du secrétariat, en plus de consulter avec plus de 200 individus concernés. Dans les rapports, là, juste avant que je parle, il y a quelqu'un qui a mentionné les difficultés entre les différents ministères au gouvernement, donc le ministère des Transports qui ne parle pas au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Environnement, etc. Ça, c'est un problème vraiment très, très, très important. Et donc, au niveau des réunions, là, les 200 réunions qui sont mentionnées, il y a beaucoup de réunions aussi avec les responsables des ministères qui ne sont pas le ministère de l'Environnement en Grande-Bretagne pour que, par exemple, le transport, pour que leurs recommandations s'alignent plus à la loi sur les changements climatiques. Donc, si je montre, ah oui, donc du coup, au niveau des scénarios, dans l'élaboration du scénario, on tient à la fois en compte le court terme, donc qu'est-ce qu'on doit faire pour rencontrer le budget de carbone, par exemple le 3e dans lequel on est, ou le 4e ou le 5e qui ont déjà été légiférés, et à la fois du long terme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour qu'en 2050, on puisse atteindre notre objectif? Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup d'émissions négatives ou de greenhouse gas removal, réduire activement le carbone de l'atmosphère et du stockage de carbone sous les sols, parce que bien qu'on n'en a pas besoin maintenant pour rencontrer notre budget de carbone, on va en avoir besoin en 2050. Donc, on a toujours les 2 objectifs, court terme, long terme,
qui sont présents dans nos recommandations. En gros, les réductions jusqu'à présent se sont faites pas vraiment dans tous les secteurs, mais quand même dans beaucoup de secteurs. On a eu beaucoup de réductions au niveau des déchets. Bon, on n'a pas mentionné le recyclage, c'est vraiment ça a beaucoup de traction avec la population de réduire les déchets organiques en particulier, le méthane. Donc, il y a eu un gros effort initialement. Ensuite, au niveau de l'industrie, entre autres, au niveau de l'efficacité. Ensuite, au niveau de la production de l'énergie, les centrales, réduire l'apport de charbon, avec des contributions plus faibles au niveau des bâtiments et pas beaucoup au niveau du transport. Les aires clés, pour nous, en Grande-Bretagne, là, pour la Grande-Bretagne, ça se trouve au niveau du transport où les émissions, les dernières années, ont ont augmenté un peu et certainement pas réduit, malgré les gains d'efficacité du milieu automobile et malgré la présence de véhicules électriques. Et aussi la production de l'électricité renouvelable et des bâtiments ici qui suivent pas vraiment les tendances désirées. Les politiques elles-mêmes qui supportent les réductions sont analysées dans les détails. En ce moment, on parle beaucoup évidemment du Brexit. Pour la loi sur le changement climatique est une loi de la Grande-Bretagne, donc elle n'est pas affectée par le Brexit. Par contre, les politiques de réduction des émissions vont être affectées par le Brexit parce qu'environ la moitié des politiques qui supportent les réductions d'émissions en Grande-Bretagne viennent des politiques européennes. Donc, la sortie du Brexit veut dire qu'on va avoir des politiques qui vont être à risque, qui doivent être remplacées au niveau britannique lorsque la Grande-Bretagne sortira, si elle sort, de l'Union européenne. Je vais peut-être sauter cette slide-ci pour donner quelques exemples ici des rapports qu'on a faits. Donc, les deux qui se trouvent à gauche sont nos rapports, les rapports conventionnels. En fait, chaque année, on fait un rapport sur les progrès du gouvernement. Est-ce que les émissions suivent les métriques? Est-ce qu'elles suivent les budgets? Est-ce que les politiques ont évolué? Le gouvernement est très fort en ce moment pour donner ce qu'on appelle proposals, donc des guides de qu'est-ce que les politiques vont être, et on essaie de pousser beaucoup au niveau du comité pour que le gouvernement délivre vraiment des politiques qui sont plus tangibles. Et aussi au niveau, j'ai pas parlé beaucoup d'adaptation aujourd'hui, mais il y a aussi tout un effort qui se fait au niveau de l'adaptation de l'analyse des risques pour la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de risques potentiels au niveau des inondations en Grande-Bretagne, donc ça, c'est regardé dans les détails au niveau de la santé aussi. Mais aussi, on fait des rapports qui sont plus petits, qui sont plus focusés. Par exemple, il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce que les mesures de réduction des changements climatiques affectent les prix et les bills que les gens ont à payer, et on a fait un rapport là-dessus, et aussi une description en détail des propositions du gouvernement en réponse aux objectifs qu'ils ont proposés pour le 5e budget de carbone. Donc, le comité essaie aussi dans ses rapports de donner une vision. Par exemple, quand les journalistes regardent le comité, ils peuvent voir, si vous regardez en haut à droite, là, qu'est-ce que le transport va avoir l'air en 2030? Bon, on pense que dans 2030, environ 60% des nouveaux véhicules vont être électriques, par exemple. Donc, il y a une vision d'ensemble qu'on essaie de propager au niveau de la société pour que les gens voient vraiment quelle est la direction de l'évolution de l'énergie en Grande-Bretagne. Et ça a été super important parce que si on regarde, par exemple, au niveau du charbon, les réductions de charbon se sont produites beaucoup plus rapidement qu'on pensait. Et c'est pas forcément relié au prix du charbon, mais c'est relié à la vision du gouvernement et aux changements qui sont produits par la présence de la loi, même si les politiques sont pas forcément alignées au début.
Finalement, on regarde aussi au niveau du comité certaines questions qui se produisent occasionnellement. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de discussions à savoir est-ce qu'on peut augmenter ou avoir une croissance économique qui est une croissance low carbon economy. Donc, on a regardé beaucoup quels sont les impacts des politiques sur les changements climatiques et est-ce qu'on peut faire des politiques qui soient en fait à notre avantage en mettant les forces de l'économie anglaise à la fine pointe du développement technologique qui va être déployé en réponse au changement climatique. Donc, voilà pour moi. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Elle nous entend. Et puis, on dirait qu'il y a certains endroits où ça marche. Donc, c'est intéressant. Puis, sans doute que vous avez énormément de questions pour savoir de quelle façon on pourrait peut-être s'inspirer de ce modèle. Mais avant, nous avons une autre conférencière. C'est Anne Giraud, directement de Paris, donc, qui va nous présenter le modèle français. Madame Giraud est directrice de l'Agence parisienne du climat et elle compte plus de 25 ans d'expérience de conseil dans les secteurs de l'énergie, changement climatique et développement durable. Alors, Anne, la parole est à vous. Alors, c'est fort sympathique, la technologie. Comme on disait tout à l'heure, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune ou de faire des visioconférences avec la Mongolie. Mais dans tous les cas, est-ce que Mme Lequéry nous entend toujours? Non, elle a fermé son application. Est-ce que Corinne est là? Va se reconnecter. Parce qu'on pourrait peut-être prendre quelques questions pour Corinne pendant qu'on fait... Est-ce que, Corinne, c'est possible d'ouvrir le micro et de parler? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on va profiter de l'occasion que nous est offerte ce problème technique pour vous poser quelques questions. Les gens dans la salle, simplement peut-être me signaler que vous voulez poser une question. Alors, j'en ai deux ici, une autre là. Alors, je vais vous demander, et une autre là, je ne suis pas certaine qu'on va pouvoir en faire beaucoup plus. Vous ouvrez le micro devant vous, vous posez la question et dès que vous avez terminé, on vous demande de l'éteindre. S'il vous plaît. Alors, bonjour, Wilfrid Cordeau, conseiller à la recherche à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, donc centrale syndicale. Merci pour votre présentation. J'ai trouvé ça très éclairant. Il y a deux petites choses que je voulais clarifier. Vous parliez beaucoup de budget carbone. J'ai peut-être manqué exactement de quoi il s'agit l'exercice d'un budget carbone. Est-ce que c'est, dans le fond, une obligation de prévoir dans la politique budgétaire du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne des mesures qui s'assurent de respecter les objectifs carbone à long terme, ou est-ce que c'est un autre exercice parallèle qui est fait? Donc ça, juste nous préciser parce que je trouverais ça intéressant de voir jusqu'à quel point c'est enchâssé dans la loi cet exercice-là, cette obligation-là, et est-ce que ultimement ça peut interagir avec l'équivalent d'un vérificateur général? C'est-à-dire, est-ce que ce que je comprends, c'est que le gouvernement a l'obligation de consulter, mais pas nécessairement d'entendre ou d'écouter toutes vos recommandations, mais au final, ces résultats sont vérifiés ou analysés par qui? Deuxième question. Oui, vous parliez... Vous êtes gourmand? Oui, je profite de la présence de cette illustre personne. Pour les critères que vous nommiez par rapport à la prise en compte d'un certain nombre de critères tout à l'heure dans l'exercice du budget carbone, qu'en est-il des considérations sur le travail, les impacts climatiques sur le travail, l'organisation du travail, les protections sociales pour les communautés qui vont avoir à subir un certain nombre de contre-coups des changements apportés par le gouvernement? Parfait, merci. Puis, pour aller aussi rapidement, je vais demander à votre voisin de poser tout de suite sa question en allant droit au but, s'il vous plaît, pour que d'autres puissent profiter aussi de cette conférencière. Patrick Rondeau, Fédération travailleuse du Québec. En fait, deux questions rapides. C'est quelle est la genèse de cette loi-là? Est-ce qu'elle provient directement du gouvernement et comment on en est arrivé à une telle loi? Est-ce qu'il y a une concertation des acteurs ou une pression de la société civile? Et vous avez parlé d'une baisse importante des GES dans les industries. Juste savoir quels en ont été les impacts sur les emplois et leur communauté. Alors, OK, merci. en quelques instants. Bon. Oui, alors oui, on vous écoute. OK, merci. Sur la question sur les budgets de carbone, donc ça, c'est la réduction. Le gouvernement doit dire de combien
la Grande-Bretagne va réduire ses émissions de carbone sur une période de 5 ans. Donc, le dernier qu'on vient de légiférer, c'est sur la période 2028-2032, donc les 5 ans autour de 2030. Et le gouvernement a légiféré que les émissions de la Grande-Bretagne doivent être 57 % en moyenne au-dessous du niveau de 1990. Donc, jusqu'à présent, le gouvernement a atteint ses objectifs, donc on n'a pas testé quel est l'effet de ne pas atteindre les objectifs, mais comme c'est dans la loi, si le gouvernement brise la loi en n'atteignant pas ses objectifs, alors il peut avoir plusieurs conséquences de poursuites judiciaires, par exemple. Au niveau du travail, on n'a pas d'objectif direct des conséquences sur l'emploi, mais on a un objectif général c'est-à-dire qu'on doit faire des recommandations qui sont cost-effectives. Donc, on doit donner notre avis en tenant compte du fait que les impacts sur la société doivent être le minimum possible. Il y a une reconnaissance au niveau de la Grande-Bretagne que ça va coûter quelque chose de répondre au changement climatique. Donc, il va y avoir un coût, mais à l'intérieur de ce coût, on veut minimiser le coût pour la société. Et c'est pour ça, à la fin aussi, que j'ai présenté sur mon dernier slide, on a fait du travail sur aussi comment faire pour s'occuper des opportunités qui sont apportées avec les changements climatiques et dont au niveau du travail en particulier. Donc, ce qu'on a trouvé aussi dans notre rapport, c'est que, oui, il y a un impact sur l'emploi, mais c'est un impact surtout ça change la catégorie de personnes qui est employée pour déployer les mesures. Donc, c'est pas les mêmes personnes qui ont un emploi dans les mesures vertes, en gros, que dans les mesures sur l'énergie fossile. Je m'excuse, Corinne. Corinne, je m'excuse, en fait. C'est que il y a une seule voie de communication et là, le technicien doit absolument reprendre le contrôle du micro pour s'adresser à Anne pour nous la ramener. Alors, désolée et merci de votre capacité d'adaptation. Bonjour, je vous prie de m'excuser. Donc, je vais pas vous parler du modèle de l'État, mais de l'expérience que nous menons à Paris depuis presque 10 ans maintenant, à la suite d'un premier plan climat qui a été adopté en 2007 et qui a amené en 2011 à la création de l'Agence parisienne du climat. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter sur la façon opérationnelle dont nous pouvons accompagner un territoire, ses citoyens, ses entreprises pour lutter contre le changement climatique sur le village qui est Paris. Alors, quelques mots sur l'Agence parisienne du climat. Donc, nous, on est une agence encore jeune, donc 8 ans d'existence, créée en 2011, et une agence très opérationnelle et très partenariale. Donc, on se définit souvent comme l'alliance opérationnelle pour accélérer la transition énergétique à Paris. Ce qui fait notre originalité, c'est d'avoir un budget qui est mix public-privé, avec bien sûr la ville de Paris comme partenaire fondateur, mais avec ce premier partenaire fondateur, nous avons les deux grands opérateurs énergétiques parisiens, donc la compagnie parisienne de chauffage urbain qui est une filiale du groupe Engie, et EDF. Et puis nous avons également Météo France qui nous donne une caution scientifique sur les questions de changement climatique, la Caisse des dépôts qui est l'organe financier de référence, et bien évidemment l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui finance une partie de notre activité. Donc en gros, notre budget, c'est un gros tiers la ville de Paris, un autre gros tiers l'ADEME et un petit tiers restant qui sont répartis entre ces opérateurs énergétiques fondateurs et à peu près 90 adhérents qui représentent l'ensemble de l'écosystème francilien sur les questions d'énergie et de climat. Pour nous, c'était très important d'avoir cette alliance et ce mode de gouvernance pour pouvoir dire qu'on allait chercher tout le monde, créer un projet ensemble et que chacun, avec ses moyens, avec son niveau, allait pouvoir
contribuer au projet, mais aussi à son financement. Donc on est une équipe de 25 personnes avec un budget d'un peu plus de 2 millions d'euros et on est sur des projets européens aussi qui viennent utilement compléter nos financements. Alors c'est cette histoire et notre façon de travailler que je vais vous expliquer aujourd'hui avec un premier élément de constat et de partage qu'on a, c'est la réalité du changement climatique. En disant, la réalité du changement climatique, et c'est ce que nous apporte notre partenariat avec Météo France, le doute n'est plus permis et il y a une réalité du changement climatique à Paris. Pour nous, c'est important de traduire concrètement auprès des Parisiens que le changement climatique n'est pas quelque chose qui se voit à l'extérieur, mais qu'on a la chance, par exemple, à Paris, d'avoir une station de météo très ancienne dans le parc Montsouris, pour ceux qui connaissent, d'avoir des relevés météo très très anciens, et de pouvoir justement, comme vous voyez sur ce graphique en bas, montrer les écarts de température moyenne et la réalité du changement climatique à Paris. Et c'est donc le travail qu'on fait aussi régulièrement pour décrypter ça auprès des Parisiens. Donc là, c'est un exemple d'une brochure qu'on produit sur le climat change à Paris et Paris s'y adapte. Et puis, chaque fin de saison, chaque fin de saison et chaque année, on fait une brochure justement qui matérialise ça et qui montre que même si on a eu beaucoup de neige cette année à Paris pendant l'hiver, ça reste quand même, par rapport à la moyenne des 20 dernières années, un des hivers les plus chauds que l'on trouve. Donc pour nous, c'est important pour rapprocher la question du changement climatique de la réalité de la vie quotidienne et courante des Parisiens et donner cette information sur laquelle on a encore besoin de faire beaucoup de pédagogie. Alors aujourd'hui, Paris est engagé dans un plan climat très ambitieux qui fait suite au premier plan climat qui avait été adopté en 2007 et qui vient d'être, ce deuxième plan climat qui vient d'être adopté très récemment, puisque c'était le 21 mars dernier, à l'unanimité par le Conseil de Paris, après plus d'un an et demi de grandes concertations sur l'ensemble du territoire avec des citoyens, des entreprises, les partenaires économiques, etc. Et qui fixe un objectif. Donc là, j'ai mis un résumé simple des grands objectifs à l'horizon 2050, mais qui fixe 3 grandes étapes. Une première étape, c'est 2018-2020, l'accélération, puisqu'on sait bien tous que ce qu'on va faire dans ces 3 prochaines années, finalement, ça va en gros dimensionner la pente sur laquelle on va être pour essayer d'éviter de se trouver à un niveau de température au milieu du 21e siècle qui nous fait perdre le contrôle de la température sur Terre. Donc là, les 3 prochaines années, c'est avec ce qu'on a, on accélère, on finance, on transforme, voilà, on appuie sur l'accélérateur. 2020-2030, c'est une autre période, c'est une période de planification, c'est une période où il y a des plans d'action plus structurants qui sont menés puisqu'on est dans le moyen terme. Et puis 2050, c'est la vision globale sur laquelle l'ensemble des acteurs, des citoyens se sont entendus, c'est dire à 2050, on vise la neutralité carbone avec les objectifs que vous voyez là, d'une réduction très forte des consommations d'énergie, 100% d'énergie renouvelable, dont une partie de ces énergies renouvelables produites localement, un mécanisme de compensation des émissions résiduelles, puisqu'on n'arrivera pas à faire 100% la neutralité carbone, de réduire à zéro les émissions, mais qu'il va falloir trouver des moyens de les compenser, et puis un objectif de 0 émission de gaz à effet de serre intramuros. Donc ce document, c'est maintenant le fil conducteur de l'ensemble des politiques publiques parisiennes qui va se décliner sur le logement, l'urbanisme, la mobilité, les achats, une partie interne ville et puis beaucoup sur l'ensemble du territoire. Donc on est assez content de ce vote et surtout de ce vote unanime. Et d'ailleurs, pour accompagner le soutien citoyen de ce plan climat qui vient d'être adopté, il y aura fin mai, début juin, une grande votation citoyenne organisée par la maire de Paris sur des questions, des engagements qui sont demandés aux Parisiens
sur un certain nombre de points. Ils ne sont pas encore complètement arbitrés, donc je ne peux pas vous donner exactement les questions qui seront posées. Et pour voilà, expliquer la réalité du changement climatique, donner des outils pour agir et demander aux Parisiens qui s'engagent en votant pour ce plan ou ces actions. Donc ça sera le week-end. Si certains d'entre vous sont à Paris, on sera content de les partager avec eux cette grande votation. Alors nous, qu'est-ce qu'on est par rapport à tout ça? Donc, une réalité du changement climatique, une alliance opérationnelle, une vision très prospective 2050 et un engagement de dire, bon, bah maintenant, là, il faut y aller, il ne faut plus perdre de temps. C'est maintenant qu'on va gagner, en gros, le contrôle de la température sur Terre pour le 21e siècle. Alors, nous, on est cet acteur-là qui va travailler sur l'engagement vers la neutralité carbone. Alors, il y a un petit schéma que je promène dans toutes mes présentations depuis la création de l'APC, celui-là, je ne sais pas si avec ma souris vous voyez le schéma, qui est de dire pourquoi est-ce qu'il faut créer une structure ou une agence indépendante de la ville de Paris pour travailler à cet accompagnement. En fait, c'est que si vous regardez les chiffres, on dit que, enfin c'est avéré, que finalement la ville de Paris elle-même et les collectivités territoriales elles-mêmes sur leur propre patrimoine et leurs propres compétences vont faire en gros entre 17 et 20% de l'objectif avec leur patrimoine, leurs véhicules, des achats responsables, voilà, les politiques urbaines. En gros, 20% de l'objectif va être fait et entre les mains de la collectivité. Et le reste, les 83 à 80% restants, c'est entre les mains des citoyens, des acteurs économiques, des entreprises, des commerçants. Voilà, c'est l'engagement et l'action de tous qui fait l'essentiel de l'objectif. Donc c'est pour ça qu'en 2007, dans le premier plan climat, et ensuite concrètement à partir de début 2011, il y a eu l'idée de créer une agence qui soit en même temps le fruit de la politique publique de la ville de Paris, mais indépendante, agile, neutre, et qui peut se déplacer, inventer des dispositifs, être près des citoyens et être l'acteur de cette transformation. Et c'est comme ça qu'a été créée cette agence, et on est en France à peu près 35 agences locales de l'énergie qui ont été créées un peu dans ce même esprit-là, aux côtés des collectivités territoriales, justement pour être beaucoup plus en proximité, en agilité, en transversalité. Tout à l'heure, j'entendais dans les présentations quelqu'un qui parlait de lutter contre les silos. Nous aussi, on a nos propres silos. La ville de Paris, c'est plus de 50 000 personnes qui y travaillent, donc c'est pour dire que ce n'est pas toujours très, très facile de faire bouger tout ça. Donc notre rôle, c'est ça, c'est aller accompagner le territoire avec trois grandes fonctions qui ont été maintenant bien sacralisées dans le nouveau plan climat adopté donc le 21 mars dernier. D'abord une plateforme de référence pour l'énergie et le climat pour les citoyens et les entreprises. Une plateforme de données, j'y reviendrai tout à l'heure, d'outils de communication, de rencontres, d'animation. Un accélérateur de la transition sur des programmes très opérationnels, et je vous parlerai d'un programme qu'on pilote qui est un peu notre produit vedette. Et puis également un laboratoire de la transition et de la neutralité carbone, parce que notre positionnement auprès des acteurs et des citoyens fait que, eh bien, on peut travailler sur des sujets nouveaux, des sujets un peu disruptifs, des questions qui ont besoin de se discuter dans un terrain qui n'est pas client-fournisseur, autorité concédante, concessionnaire, peu de neutralité, et c'est ça qu'on fait. Donc voilà, donc c'est ces trois fonctions qui sont les fonctions essentielles de l'Agence parisienne du climat. Alors, nous, depuis qu'on a été créé, notre grande préoccupation, c'est de dire, mais finalement, tout le monde est d'accord, enfin, en gros, le doute n'est plus permis, le changement climatique est bien reconnu, on sait qu'on doit y aller, mais comment y aller? Voilà, comment y aller maintenant et comment on peut mobiliser et finalement accompagner le changement, parce que c'est quand même notre grande credo. Et alors là, vous voyez, si vous avez l'image, vous voyez, on est situé dans un endroit
très sympathique parce que nos bureaux sont à l'intérieur d'un parc à Paris, dans le parc de Bercy, pour ceux qui connaissent. Donc voilà l'équipe qui sont tous à la fenêtre et puis l'équipe de direction qui est là. Et puis voilà, la porte d'entrée. Bon, ça c'est pour le petit clin d'œil pour que vous nous identifiez bien. Alors, on s'est dit finalement, si on veut vraiment contribuer à cette mobilisation, cette mise en œuvre concrète, il nous semble, en gros, 4 piliers qui sont importants. D'abord, accompagner le changement de comportement. Pour accompagner le changement de comportement, notre position, c'est de fournir du conseil neutre, gratuit, indépendant, de proximité. Donc, nous sommes ce qu'on appelle, dans le langage de l'ADEME, un point rénovation info-service, un espace info-énergie, ce qui veut dire qu'on a des conseillers à l'agence qui répondent à des questions qui sont multiples, beaucoup quand même sur le sujet de l'habitat, qui est quand même la première préoccupation des Parisiens, et offre ce conseil neutre, gratuit, qui est très très important dans une période où les gens sont super sollicités par des publicités, par des entreprises. Et donc ça, c'est notre force de frappe. Donc on a à peu près chaque année 7000 personnes qui nous appellent, qui ont des rendez-vous téléphoniques, parfois des rendez-vous physiques aussi. On organise plus d'une centaine d'événements, ou on co-organise plus d'une centaine d'événements par an sur le territoire parisien. Et on a aussi un dispositif qu'on aime bien, qui est un peu là aussi notre produit vedette, c'est c'est accompagner des familles, donc on appelle ça le famille à énergie positive. Donc chaque année, on sélectionne des familles qu'on outille avec des guides des éco-gestes, des petits outils faciles pour faire des économies simples. Et on essaye de montrer à ces familles qu'on peut faire des économies d'énergie sans investissement. Les moins bonnes familles, les moins motivées font à peu près 8% d'économies. Et l'année dernière, on a eu une famille qui a dépassé les plafonds, qui a fait 25% d'économie d'énergie pendant la saison de chauffe. Et donc, c'est tout ce travail d'animation qui se fait sur chaque année entre 200 et 300 familles, qui nous permet d'avoir beaucoup de belles histoires à raconter, beaucoup de preuves à donner sur mon voisin le fait, c'est très concret et je peux m'identifier à cette personne. Voilà, donc c'est un dispositif qui est d'ailleurs national, qui existe un peu partout en France, qui a été initié par l'ADEME et sur lequel on travaille. Donc, accompagner le changement de comportement, donner ce conseil neutre gratuit, montrer que c'est possible, avoir une politique de communication. J'entendais tout à l'heure aussi, vous parliez de communication, aussi de communication de proximité, pour dire, voilà, positive, pour dire, voilà, c'est possible, on le fait, votre voisin, votre voisine, votre beau-frère, voilà, tout ça, on a des outils et on peut y aller ensemble. Deuxième pilier, c'est agir sur les secteurs prioritaires. Alors, pour Paris, le secteur prioritaire, c'est vraiment l'habitat et en particulier la copropriété. On a à peu près, en gros, à Paris, dans le secteur résidentiel, 80 à 85% du secteur résidentiel, c'est en copropriété, avec toute la difficulté. Je ne sais pas comment c'est organisé les gouvernances de copropriété au Québec, mais en France, c'est très très compliqué. Puisqu'il faut que tous les copropriétaires s'entendent sur l'intérêt de faire un audit, de faire des travaux ambitieux. Et donc, nous, notre chantier majeur, c'est comment on va, d'ici 2050, rénover l'ensemble du parc bâti parisien. Et comment on va rénover plus de 1 million de logements. Et comment on va organiser ça. Alors, quand on a commencé... Vous me dites si je suis trop longue ou si je suis dans les délais, là, hein. Ça va? Allô? Oui, ça va. Ça va, semble-t-il, ça va. Ça va? OK. Oui, on vous donne encore quelques minutes, 3-4 minutes pour conclure. Bon. 3-4 minutes pour conclure, donc, merci. On a un très gros chantier donc, sur la copropriété où non seulement on accompagne les copropriétaires à réaliser des rénovations, mais également on mobilise l'ensemble du secteur professionnel
où qu'on forme, on anime, on leur propose des technologies qui sont efficaces pour pouvoir faire se rencontrer l'offre et la demande. Et on a une plateforme web de référence sur laquelle on travaille. Donc ça, c'est notre secteur prioritaire. Ensuite, troisième pilier, c'est comment est-ce qu'on peut mieux dialoguer avec les parties prenantes et surtout les acteurs économiques. Donc, on accompagne aussi les entreprises sur des secteurs assez différenciés, que ce soit l'immobilier, la santé, le tourisme, etc. Et on travaille avec eux sur les choses concrètes qu'il faut mettre en place, les échanges de bonnes pratiques. Et enfin, le dernier pilier qui est un peu la convergence de tout ça, c'est aussi à chaque fois essayer de démontrer quels sont les bénéfices sociaux, économiques, environnementaux qu'on peut gagner de tout ça. Parce que on a besoin de se raccrocher sur, c'est vrai qu'on va faire des économies de CO2, mais sur ma facture, si je suis face à la précarité énergétique, finalement, qu'est-ce que ça me rapporte et comment j'en tire des bénéfices. Donc il faut chaque fois retrouver cet argument. Et pour conclure aussi rapidement, donc vous voyez ces conditions de mobilisation. Maintenant, on essaye de se donner aussi une méthode, puisque on se dit cette question du changement climatique, c'est non seulement la rénovation, c'est non seulement la réduction des émissions, c'est aussi l'adaptation, mais c'est aussi le fait qu'on va devoir agir de plus en plus dans un avenir incertain. Et donc vient se greffer à nos actions finalement une méthode que la ville de Paris a adoptée en étant membre du réseau des 100 villes résilientes sur justement la résilience du système, la préparation à des événements qui ont été dramatiques aussi dans les 2 dernières années pour Paris avec les attentats, mais aussi la crue, mais aussi tous ces événements-là qui, on sait, vont arriver de plus en plus et auxquels il faut se préparer et pour lesquels le changement climatique est un élément très important. Donc la résilience est un peu la philosophie ou le fil conducteur dans lequel on doit se mettre en œuvre. Et puis pour vraiment conclure de chez conclure, donc agir dès maintenant, donc la résilience effectivement pour se préparer et pour anticiper un avenir qui sera incertain et donc où la prise de décision elle ne sera pas seulement technique, mais elle sera technique, sociale, économique et se préparer à des choses qu'on ne peut pas imaginer maintenant, puisque l'histoire nous le montre bien. Il faut aussi qu'on prépare à de nouveaux métiers et de nouvelles approches très différentes d'accompagnement au changement, d'intelligence artificielle, d'utilisation des données, du numérique qui va bouleverser nos modes de faire. Et comme cet avenir-là est incertain et comme on ne sait pas vraiment de quoi cela sera fait, ça veut dire qu'il faut travailler sur des chantiers très opérationnels ensemble, sur différentes missions, différentes expertises, pour apprendre ensemble sur des sujets concrets, des objets concrets, et de faire de cet apprentissage soit un peu notre guide pour faire en sorte qu'on soit heureux et en paix avec la planète au XXIe siècle. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, merci, on vous applaudit. Merci infiniment. Et là, je regarde la salle et j'ai envie de dire que si la bureaucratie française, avec la réputation qu'elle a, arrive à des propositions comme celle-là, on n'a plus d'excuses au Québec. Enfin, c'était mon message. Donc, merci infiniment. Vous avez sans doute remarqué, mesdames, donc Corinne et Anne, restez avec nous. J'espère que vous êtes encore disponibles pour quelques minutes. Nous devions vous libérer à midi, mais est-ce que vous avez la capacité de rester avec nous encore peut-être une dizaine de minutes? C'est bon. Oui. Alors, ben oui, midi pour nous et 6 heures pour vous, enfin. Donc, aux participants dans la salle, donc on est obligé à une très grande discipline, les choses se corsent, puis 5 heures va arriver à la même heure, peu importe qu'est-ce qu'on fait, et puis on va devoir sortir tout le monde à 5 heures sans doute. Alors, je vais vous proposer le fonctionnement suivant. Je vais prendre 6 interventions. Des questions, une question par personne. On doit partager la sagesse de ces 2 personnes à l'étranger. Donc, une question par personne, idéalement sans préambule. On va essayer d'être vraiment très discipliné. On va prendre les 6 questions en rafale.
mesdames à l'étranger, est-ce que vous pouvez noter les questions et on va vous demander à la fin un exercice de synthèse, donc de conclure en incluant des éléments de réponse à chacune de ces questions qui vous auront le plus interpellé. Alors, un exercice un peu périlleux, mais par ailleurs, je vous signale donc que tout ce qui est dit en ce moment est enregistré. Les présentations et tous ces éléments-là seront versés sur le site de l'Institut de l'énergie Trottier, où toute l'information, en fait, sur le projet est déjà disponible aussi. Alors, n'ayez crainte pour ça. Alors, au niveau des questions, là, je vais prendre les deux qui avaient des questions. Donc, Joanne, Christian. Ensuite, je viens ici. Je ne connais pas votre nom. Jean, Joanne, Christian, Jean, Guy, Karine. Et vous ici, Richard. Alors, je suis vraiment désolée, c'est difficile. On y va avec les questions. Joanne, Christian, Jean, et on poursuit. Donc, on fait juste appuyer pour... On appuie sur le bouton et dès qu'on a fini, on enlève le bouton. En fait, ma question, c'est pour Corinne, spécifiquement. D'abord, je veux juste dire merci. Votre présentation m'a grandement inspirée et soulagée. J'espère que le Québec pourra reprendre votre modèle. Ma question, c'est spécifiquement par rapport à la mise en œuvre, finalement, de cette politique pour les changements climatiques pour le Britannique par rapport aux différents ministères. Parce qu'une des problématiques au Québec, c'est qu'effectivement, chaque ministère a son propre plan, puis c'est pas toujours clair de la façon que ça doit contribuer par rapport au budget carbone. Comment est-ce que vous avez assuré que chaque ministère allait prendre sa responsabilité pour l'atteinte des cibles? Merci. On y va avec Christian, de Nature Québec. C'est vrai, peut-être pour le bénéfice des personnes qui sont à l'étranger, vous identifiez aussi. Oui, donc Christian Simard, Nature Québec. La question pour les deux, en fait, c'est comment aller chercher, ça prend de l'adhésion du public pour obtenir des budgets carbone, donc une espèce de mobilisation, parce que si vous n'avez pas l'appui des citoyens, vous allez perdre peut-être l'appui des politiciens. À Paris, je sais qu'il y a un débat et sur la voiture le long de la Seine, là, il y a comme un genre de backlash présentement là, avec Mme Hidalgo parce qu'on veut... Est-ce que ça met en cause la réalisation de vos objectifs directement ou indirectement? Merci. Alors, libérez le micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Et puis, on s'en va avec Jean. La petite lumière s'allume. Non, en bas. Ah bon, OK. Merci. Alors, Jean Nollet de la Coop Carbone. Ma question est pour Mme Giraud. Je suis curieux de savoir pourquoi ce qui a été jugé prioritaire chez vous est l'habitat, par exemple, plutôt que le transport, qui est souvent une source d'émissions de gaz à effet de serre qui est en constante croissance et difficile à juguler. Donc, comment avez-vous identifié les secteurs prioritaires, finalement? C'est ça. Donc, on était à Guy et ensuite, bref, oui, Guy. Guy Garand, conseiller régional de l'environnement de Laval et Fondation Rivière. Merci, mesdames, pour vos présentations. Quand on regarde l'adaptation, on parle beaucoup de diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais j'aimerais ça vous entendre sur la conservation des milieux naturels et l'intégration, le reboisement en milieu urbain et périurbain pour la captation des gaz à effet de serre et de tous les polluants qu'on peut avoir. Merci pour votre question, Guy. C'est à vous, j'ai oublié votre nom, je m'excuse. Il faut appuyer sur le bas du micro, il y a une petite lumière verte qui s'allume. Voilà. Karine Pélofi, avocate. Moi, ma question, ce serait pour Mme Lequéré aussi. J'ai entendu dire que l'approche par budget carbone avait très bien fonctionné à court terme pour ce qui est des réductions de gaz à effet de serre, un peu à la marge, mais pour que les réductions futures, qui seraient plus transformationnelles, il y avait des nouveaux défis qui se présentaient. Je me demandais si c'était effectivement le cas et si d'autres pistes de solutions ont été pensées. Merci. Et la dernière question? Voilà. Karine, est-ce que vous avez libéré le micro? Oui, c'est correct. Okay. C'est correct. Oui, Richard Campeau de la Coalition Avenir Québec. La question est pour Mme Lequéré. Vu que vous venez de l'Outaouais, j'aimerais savoir, vu que vous êtes québécoise, autrement dit, donc vous pouvez faire une comparaison. Pourquoi est-ce que les partis politiques
en Grande-Bretagne, voient d'un bon œil de travailler ensemble, alors qu'ici, mettons que c'est difficile, pour le moins. Ouais. Merci. Donc, mesdames, Corinne et Anne, laquelle veut plonger en premier? Ben, Corinne, non, c'est ça? Ça va, Corinne? Donc, Corinne, peut-être en prenant la dernière des questions pour commencer. Et ce sera en même temps l'occasion donc de répondre peut-être en rafale en quelques minutes et de faire une petite conclusion ou un message que vous voulez nous livrer. Ah, on n'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, là, on vous entend. Parfait. OK. Je ne sais pas si je vais la garder pour la fin, celle sur l'Outaouais, parce que en fait, c'est la plus difficile. Hein? La question sur les différents ministères, bon, c'est une question super importante. Ici, en Grande-Bretagne, la responsabilité est sur le gouvernement central. Donc, quand les différents ministères apportent des politiques nouvelles, ils doivent démontrer au gouvernement central comment leur politique interfère ou non, ou aide sur la loi sur les changements climatiques. Par exemple, l'aéroport de Heathrow veut construire une 5e rampe. Ils ont dû faire un rapport sur l'impact sur les changements, sur les émissions. Et quand ils ont fait leur rapport, nous, on a scrutiné leur rapport et puis on n'était pas contents de ce qu'on a lu. On trouvait qu'ils n'avaient pas bien fait leurs analyses. Et puis, on a écrit une lettre pour dire que vous êtes trompés, en fait. Et puis, ils ont été obligés de retourner et puis reviser leur démarche. Donc, c'est juste parce que le gouvernement central est responsable, c'est le gouvernement central qui s'occupe de faire en sorte que les ministères sont alignés. Mais il y a beaucoup de pull-push genre. Nous, on les rencontre beaucoup, les différents ministères, le transport, la construction. Ils sont très résistants. Et puis, on pense qu'à la longue, bon, ils vont être obligés de mettre en œuvre des politiques conséquentes. L'adhésion, est-ce que le public supporte? Moi, mon expérience en Grande-Bretagne, en France aussi, c'est que le public veut voir le gouvernement agir, et puis c'est plutôt le contraire. Si le gouvernement ne fait rien, c'est ce gouvernement-là qui va se faire jeter. Il y a beaucoup de support au niveau du public pour que le gouvernement fasse quelque chose sur les changements climatiques, et le public ne supporte plus qu'il y a de l'inaction, et le public, en fait, réagit assez rapidement quand il y a des choses qui se passent qui vont à l'encontre de la stratégie générale. Conservation du milieu naturel, absolument. On fait beaucoup de travail là-dessus. En Grande-Bretagne, on n'a pas beaucoup de forêts, 10% seulement du territoire, ou 13% est un milieu forestier. Il y a beaucoup de discussions et d'analyses pour voir si on peut planter des arbres pour augmenter le puits naturel, pour conserver la biodiversité. Il y a beaucoup d'analyses pour savoir au milieu agricole, est-ce que ça l'augmente, est-ce que ça améliore l'agriculture d'avoir de la biodiversité au milieu naturel. Donc, oui, ça, c'est pris en compte, puis très sérieusement. Et on pense que, particulièrement, les objectifs à long terme vont être, la contribution du milieu naturel va être vraiment critique pour 2050. Il y a toute une industrie aussi au niveau de la bioénergie qui se met en route. Et puis, on pense que ça va être très intéressant de voir comment ça se développe. Il y avait une question de Karine, réduction future plus transformationnelle. Oui, ouais, ben ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au niveau du comité puis au niveau des budgets comme ça, on fait des démarches qui sont assez lentes, assez incrémentales. Et puis, on se pose aussi la question, est-ce qu'on va arriver à faire les transformations, par exemple, au niveau des bâtiments? En Grande-Bretagne, il y a beaucoup de difficultés au niveau du chauffage. Puis, est-ce qu'on va pouvoir faire des transformations? Et puis, on pense que oui, parce qu'on garde justement toujours les objectifs à long terme. Puis, on discute beaucoup en Grande-Bretagne, il y a 2 avenues possibles, l'hydrogène ou les pompes à heat pump. Et puis, ça a besoin de vraiment avoir une vision d'ensemble tout au niveau énergétique. On parle aussi beaucoup de demande énergétique. Est-ce que les gens doivent changer leur comportement, par exemple? Et puis, il y a un peu en fait, il y a pas mal de réticence par rapport à ça parce que le public est plus ou moins sportif.
Et puis, à ce niveau-là, il y a encore, je pense, beaucoup de travail à faire. Et au niveau de la comparaison avec l'Outaouais, ben moi, je me pose aussi la question, comment ça se fait que au Québec, quand je retourne, je trouve qu'il y a beaucoup de discussions par rapport au changement climatique, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe vraiment grand-chose au niveau de ma famille. Pareil, je reviens et puis c'est toujours un peu la même perte en énergie, les mêmes grosses voitures, les mêmes habitudes de transport. Et puis, en fait, je peux pas vous donner de réponse. Je comprends pas bien comment ça se passe. La seule chose que je peux dire, c'est que je pense que ça, c'est des problématiques vraiment à long terme. Il faut en parler longtemps avant qu'on se rende compte qu'il faut passer du dialogue à l'action. Et puis, je pense qu'au niveau européen, ça s'est fait. Ça, déjà, on est passé du dialogue à l'action. Et peut-être qu'au niveau québécois, on est en marge, là, mais je pense que ça va faire boule de neige bientôt. En tout cas, j'espère. Je vous le dirai à mon prochain voyage. Merci, s'il y a encore de la neige. Alors, donc, merci beaucoup, Corinne. Juste avant de passer la parole à Anne, vous ne voyez pas très bien la salle, mais je vais vous assurer que tout le monde dans la salle, on est une soixantaine, 65 personnes, 70 personnes. Les gens sont suspendus à l'écran. Je vous rassure, les gens vous écoutent très, très, très consciencieusement. Alors, Anne, pour conclure avec des éléments de réponse, la parole est à vous. Alors, écoutez, merci pour ces questions très pertinentes. Alors, la première question, les Berges de Seine, c'est un non-événement. Ça a fait beaucoup de buzz médiatique, mais le retour de l'automobile à Paris, ça va pas se faire. Voilà, donc on est bien sur un processus qui va progressivement faire en sorte que les citoyens, les Parisiens se réapproprient la ville, soient paisibles en ville et voilà. Donc ça, médiatiquement, ça malheureusement est parti un peu partout, mais non. Et le sujet effectivement que ce monsieur ou cette dame, je sais plus, a posé, c'est le soutien des citoyens qui est extrêmement important, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai parlé tout à l'heure de la votation citoyenne et du travail qui est fait avec il y aura le 16 mai au soir des débats dans chaque arrondissement pour mobiliser les Parisiens et pour leur expliquer ce que c'est que le changement climatique, un grand événement sur le parvis de l'hôtel de ville, une votation pour confirmer un peu ce soutien. Et c'est ça qu'il faut travailler, retravailler tout le temps, parce que il est essentiel pour accompagner le changement, et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de présence et beaucoup de continuité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur l'habitat et pas sur le transport? Alors d'abord, on est l'Agence parisienne du climat. Et la question du transport à Paris, je dirais pas qu'elle est réglée, mais elle est, disons, quand même bien couverte par les transports publics. Pour travailler sur les transports, ou plus généralement sur la mobilité, il faudrait qu'on travaille à sur une compétence à un autre niveau, qui est celui de la métropole du Grand Paris, alors qui vient de sortir un livre blanc sur la mobilité 2030. Donc nous, c'est pas un sujet qu'on adresse tout de suite, parce qu'on, même si on est 25, c'est quand même une petite équipe. Donc on a effectivement choisi la priorité de l'habitat, en supposant que avec la construction de la métropole et la problématique plus de traiter de la mobilité, elle a beaucoup plus de sens au niveau métropolitain sur les questions qui sont comment on passe de banlieue à banlieue sans passer par Paris, et quels sont les modes de mobilité qui se substituent à l'automobile pour travailler. Voilà. Donc c'est pour ça que la question de l'habitat et la dépendance aussi à l'énergie dans la construction, dans l'habitat parisien est important. Sur la conservation des milieux naturels, alors il y a tout un plan d'agriculture urbaine, de végétalisation en ville qu'on accompagne également quand on fait de la rénovation énergétique en copropriété, avec des objectifs d'avoir plus d'une centaine d'hectares de végétalisés d'ici la fin du mandat. Il faut savoir que la ville de Paris est la ville la plus dense d'Europe. Donc, pour trouver des terrains pour végétaliser, c'est pas simple, mais il y a une grande volonté, parce que aussi on pense que cette question, indépendamment de l'intérêt de conserver ces milieux et d'avoir la végétalisation en ville, c'est aussi des arguments qui mettent de la paix dans les décisions. Donc, ça intéresse les gens, c'est plus paisible, et on arrive à faire passer d'autres choses qui sont un peu plus compliquées sur l'efficacité énergétique, si on peut attraper par cette question de la nature.
Et puis, il y a une question qui m'a pas été posée, mais à laquelle je vais quand même répondre sur le sujet politique. Alors, nous, on pense à l'Agence parisienne du climat et avec un certain nombre de collectivités territoriales qu'on va avoir beaucoup de mal à faire bouger au niveau des États. En France, c'est très très compliqué, même si on a un ministre très dynamique. C'est très compliqué parce qu'il y a une zone de lobbying, des contraintes, et à chaque fois qu'on veut bouger quelque chose, on est face à des blocages importants. Donc on pense que les collectivités territoriales sont le bon niveau pour faire avancer de manière opérationnelle dans ces 3 années qui sont décisives. Et on s'est toujours attaché à Paris à ce que les plans climat, le premier et celui qui est là, soit adopté à l'unanimité. Et ça, c'est suffisamment rare dans la vie politique locale pour être souligné. Donc il y a tout un travail de conviction, de discussion, d'échange avec les groupes politiques pour faire en sorte que cette unanimité soit préservée. Et c'est le cas depuis plus de 10 ans à Paris. Et c'est notre force, parce que si on devenait un enjeu politique au niveau local, là, c'est sûr qu'on n'aurait pas réussi à progresser. Et puis, bon, moi, j'ai un petit mot pour conclure, hein, dire, moi, je pense que c'est possible. Les métiers qu'on fait, comme Corinne, comme moi, ça demande quand même d'être très optimiste, d'être très volontaire, très ambitieux, très optimiste et aussi très pragmatique. Donc moi, pour être dans le sujet depuis très longtemps, je vois qu'il y a beaucoup de signaux quand même positifs. Il faut cultiver ces signaux positifs. La seule chose, c'est que maintenant, il faut les ramasser pour pouvoir les avoir tous ensemble et donner plus de force à la trajectoire. Mais comme de toute façon, on n'a pas tellement le choix de faire autre chose, je pense que c'est les générations actuelles et les générations futures qu'il faut préserver vont être aux manettes pour pouvoir nous faire gagner ce qu'on dit souvent avec Pierre Adan, d'être heureux sur cette planète en ayant fait justement la paix avec elle. Voilà. Merci beaucoup. Un peu d'applaudissements. Donc, Madame Giraud, on ne s'était pas vu. Je suis Normand Mousseau. Alors, au nom de tous les participants, bonjour. Je voudrais vous remercier, vous et Anne Lequéré, d'avoir accepté de partager avec nous, là, via les moyens technologiques parfois un peu plus difficiles, votre expérience et ce que vous faites chez vous. Je pense que ça va être très utile pour nous. Alors, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir et bonne fin de réunion alors. Merci pour aux techniciens d'avoir géré ça.